Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va continuer notre cours. Donc, la dernière fois, nous avons parlé surtout des métazoaires diploblastiques. Nous avons vu les principales caractéristiques de cette catégorie d'animaux. Aujourd'hui, on va parler des métazoaires triploblastiques. Donc chez les métazoaires diploblastiques, nous avons vu surtout les cnidaires et les spongiaires. Et nous avons vu les principales modifier les principales caractéristiques de ces deux embranchements. Donc chez les spongiaires, il n'y a pas d'organisation en tissu, donc ce sont des parazoaires. Chez les cnidaires, nous avons vu surtout un début de complexification de la structure et de l'organisation de ces animaux avec une organisation en des vrais tissus, donc ce sont des métazoaires ou bien les vrais métazoaires. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec les triploblastiques et nous allons voir les nouveautés chez cette catégorie d'animaux. Donc on va voir essentiellement deux embranchements représentatifs au niveau des triploblastiques, surtout l'embranchement des platelmintes pour les triploblastiques acélomates et l'embranchement des nématelmintes pour parler un petit peu, pour discuter les triploblastiques pseudo-célomates. Donc les triploblastiques, donc ce sont des métazoaires, c'est-à-dire des animaux pluricellulaires qui possèdent un troisième feuillet embryonnaire. Donc, chez les diploblastiques, nous avons uniquement l'ectoderme et l'endoderme. Chez les triploblastiques, donc on a un troisième feuillet qu'on appelle le mésoderme qui va s'insérer et qui va se mettre en place entre l'ectoderme et l'endoderme. Donc on a un espace qui se trouve entre l'ectoderme et l'endoderme qui est rempli, qui est occupé maintenant chez les triploblastiques par le mésoderme. Ce sont cette mise en place de ce troisième feuillet, donc, elle s'est faite en plusieurs étapes. Donc, au niveau de ce troisième feuillet, ou bien de ce mésoderme, donc on va assister à l'apparition et à la formation de ce qu'on appelle le célome, ou bien de cavité célomique. Cette apparition de célome, donc c'est une acquisition progressive. Elle ne s'est pas faite en une seule étape, mais c'est fait progressivement au cours de l'évolution. Donc on a une évolution progressive qui s'est faite en trois étapes. Premièrement, on a des triploblastiques acélomates, des pseudocélomates et des célomates. Donc les triploblastiques avec trois feuilles embryonnaires. Donc la première étape, ce sont des acélomates, c'est-à-dire que on n'a pas de célome, on n'a pas de cavité célomique et on n'a pas de célome. Et l'espace qui se trouve au niveau du mésoderme, donc le mésoderme, il est compact, il n'est pas creux, donc il n'y a pas de cavité à l'intérieur du mésoderme. Donc ce sont des acélomates et le mésoderme il est rempli par un parenchyme ou bien par un tissu non différencié qu'on appelle le parenchyme. L'embranchement représentatif de ce groupe, ce sont les platelmintes ou bien les vers plats. La deuxième étape de l'évolution des triploblastiques, c'est les pseudocélomates. Le terme pseudocélomate, ça veut dire que il y a des cavités à l'intérieur du mésoderme, mais ces cavités ne correspondent pas aux vrais célomes. Ce ne sont pas des vrais célomates, mais on a la présence d'une cavité. Ce n'est pas une cavité célomique, mais cette cavité ou bien ce célome, il correspond au liquide qui se trouve au niveau du blastula ou bien ce qu'on appelle le blastocèle. Ce blastocèle ou bien blastocélum, donc il va occuper certaines cavités au niveau du mésoderme chez les pseudocélomates. Et la troisième étape ou bien la troisième lignée, c'est les célomates dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que le mésoderme, elle va se creuser en un vrai célome. Donc également, il faut noter que il faut savoir différencier entre les pseudocélomes et le vrai célome. Donc le vrai célome, elle est entièrement délimitée par le mésoderme. C'est uniquement le mésoderme qui va délimiter le célome. Alors que au niveau des pseudocélomates, le pseudocélome, elle est en partie délimitée par le mésoderme, mais en partie il est en contact avec l'endoderme ou bien avec la couche jaune ici, donc il est en contact avec l'endoderme. Donc ce n'est pas uniquement limité par le mésoderme, mais il est en contact avec l'endoderme et le mésoderme, donc c'est un faux célome, c'est un blastocélome. Mais chez les célomates, donc comme vous voyez sur ce schéma, donc la cavité célomique, elle est entièrement
limité par la ligne rouge qui correspond au mésoderme, donc il n'a aucun contact avec l'endoderme. Donc on va commencer avec les acélomates et l'embranchement des platelminthes. Donc les platelminthes, ce sont des vers, la même chose que les nématelminthes, donc ce sont des vers, mais ces vers ils sont plats. Donc le terme platelminthe, il vient du grec platus, qui veut dire large ou bien plat, et helmens qui veut dire vers. Donc ce sont des vers qui occupent surtout les milieux humides et qui vivent dans les milieux aquatiques, soit les eaux douces ou bien les eaux salées, et parfois dans les terres humides. Ce sont des animaux triploblastiques, donc ils ont les caractéristiques des triploblastiques telles que la symétrie latérale, donc leur corps est symétrique par rapport au grand axe de l'organisme. Ils ont également une différenciation antéro-postérieure, c'est-à-dire qu'on peut séparer facilement entre la région antérieure et la région postérieure de l'animal, mais également ils ont un corps aplati dorso-ventralement. Donc ce sont des vers plats le corps il est aplati dorso-ventralement. Ce sont des acélomates, donc ils n'ont pas de cavité célomique, ni de vrai célome, ni de faux célome, mais l'espace entre les organes chez les acélomates est rempli par un parenchyme mésodermique, c'est-à-dire par un tissu d'origine mésodermique. Également, parmi leurs caractères généraux, c'est au niveau du système nerveux, donc on va assister à un début de céphalisation, c'est-à-dire la concentration, ou bien un début de concentration des organes sensoriels dans la région antérieure de l'animal, et également on a un début d'organisation en chaîne ganglionnaire en ce qui concerne le système nerveux. Donc ils n'ont pas de système circulatoire, ni de système respiratoire, ni de système squelettique. L'excrétion elle est faite surtout par un système de protonéphrédie qui est fait par des cellules à flamme qui vont pomper les liquides à l'extérieur de l'animal et pour assurer le nettoyage et l'épuration du corps de l'animal. Ce système, donc, les primitifs, ce sont des protonéphrédies ou bien les premiers reins, donc, qui correspondent à un réseau tubulaire de cellules à flamme qui sont spécialisées dans l'élimination des déchets à l'extérieur, des déchets liquides à l'extérieur de l'organisme. Ce sont des animaux hermaphrodites, mais ils ont un hermaphrodisme simultané, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cofécondation, donc ils ont une fécondation croisée, et également ils ont plusieurs types ou bien plusieurs formes de reproduction, soit de reproduction sexuée ou bien parfois de reproduction asexuée. Leur épiderme est cilié, surtout chez les formes libres. Les formes parasites telles que les trématodes et les cystodes, donc elles n'ont pas de cils, mais leurs larves elles sont ciliées de le nom de néodermata. Donc les trématodes et les cystodes, ce sont des néodermata, c'est-à-dire que au niveau de la larve, on a les cils, mais ces cils disparaissent chez la forme adulte. Donc, également, on assiste à la différenciation des organes de fixation, surtout chez les formes parasites, ces organes qui correspondent à des ventouses. Et la majorité des platelminthes, ils sont libres et on a un faible pourcentage de formes parasites, surtout chez la classe des cystodes et des trématodes. Donc sur ces schémas-là, vous avez l'anatomie d'une planaire ou bien d'une turbillaria, donc c'est un ver platelminthe. Donc vous avez tous les organes essentiels qui assurent les fonctions vitales de l'organisme. Ici vous avez un début de céphalisation, donc en jaune vous voyez le système nerveux, donc concentration des organes sensoriels tels que les cupules optiques ou bien les ocelles au niveau de la région antérieure qui correspondrait à la tête, et vous avez le début d'organisation en des ganglions nerveux le long de l'animal. Donc le tube digestif il est incomplet, on a uniquement la bouche, et parfois l'intestin il est absent, parfois le tube digestif est absent, surtout chez les formes parasites. Et on a la bouche qui joue la fonction de la bouche, et également il permet l'élimination des déchets de la digestion par la bouche, donc il joue le rôle de la bouche et de l'anus. Vous avez des cordons ou bien des ganglions nerveux ventraux, et vous avez le pharynx qui sert surtout pour la prise
de la nourriture. Et ici, vous avez le système de cellules à flamme, ces cellules qui représentent l'appareil excréteur de type protonéphridien chez les nématodes. Donc, c'est un réseau tubulaire de cellules qu'on appelle les cellules à flamme et qui éliminent les déchets à travers un pore. Donc, les déchets liquides seront éliminés par ce pore à travers ce système tubulaire de cellules à flamme. Donc, on a des canaux excréteurs à l'intérieur de ce réseau tubulaire qui sont reliés au pore excréteur qui permet l'élimination des déchets liquides à l'extérieur de l'organisme. Donc, l'embranchement des platénomètres, c'est un embranchement qui est assez diversifié. Donc, il compte environ 34 000 espèces qui sont décrites actuellement. Et ces 34 000 espèces qu'on connaît actuellement, ils sont divisés en 4 classes. Donc, la première classe, la classe des turbellariés. Deuxième classe, la classe des trématodes. Et la classe des monogènes. Et la classe des cestodes. Donc, récemment, la classe des monogènes a été séparée de la classe des trématodes. Donc, dans la classification, l'ancienne classification, les monogènes ils font partie des trématodes. Mais actuellement, donc la classification révisée des platéhelminthes, donc elle décrit les monogènes comme une classe à part parmi les platéhelminthes. Donc, on a 4 classes, la classe des turbellariés, qui correspond aux platéhelminthes libres, la classe des trématodes monogènes, cestodes, ce sont typiquement des platéhelminthes parasites, soit des endoparasites, soit des exoparasites. Les turbellariés, donc ils ont un corps court, foliacé sous forme d'une feuille ou bien d'un ruban, et ils ont également de petites tailles, de quelques millimètres à quelques centimètres, et ils ne présentent pas de strobiles. Les strobiles, ce sont des segments répétitifs qu'on rencontre chez certains platéhelminthes. Donc, au niveau des turbellariés, on n'a pas ces strobiles, on n'a pas ces segments qui se répètent dans le corps de l'animal. Leur tégument, surtout au niveau de la face ventrale, il est recouvert de cils vibratiles. Leur tube digestif est incomplet. En plus du pharynx, on a la bouche qui est située sur la face ventrale et la bouche, comme j'ai dit tout à l'heure, donc elle joue le rôle de l'anus et de la bouche en même temps. C'est-à-dire qu'elle permet d'avaler l'alimentation comme elle permet d'éliminer les déchets de la digestion. Ce sont des organismes hermaphrodites à fécondation croisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autofécondation, mais la reproduction sexuée demande l'accouplement de deux individus différents. Mais également, ces turbellariés sont doués d'un grand pouvoir de régénération, donc une reproduction asexuée par régénération. Leur classification elle est basée surtout sur la morphologie du tube digestif et on distingue au niveau des turbellariés une dizaine d'ordres. Donc sur ces photos et ces schémas, donc vous avez une photo d'une planaire ou bien d'une turbellariée et là vous avez un schéma qui légende les différentes parties de cette planaire. Vous avez les ocelles qui font le travail des yeux. Vous avez là la bouche et le pore génital ou bien les pores génitaux. Vous avez le pharynx. Le pharynx sur ce schéma-là, elle est dévaginé surtout pour permettre l'alimentation et la capture de la nourriture. Et là, vous avez le schéma d'une coupe transversale au niveau du corps d'un turbellarié. Vous avez l'épiderme et surtout au niveau de la face ventrale, vous avez ces cils vibratiles. Donc on a des couches de cellules musculaires, des muscles longitudinaux, et on a des muscles circulaires, c'est des couches de cellules de muscles circulaires. Vous voyez très bien que ce sont des acélomates, donc il n'y a pas de vide, si vous voulez, à l'intérieur du corps de l'animal, et le mésoderme il est entièrement occupé par le parenchyme, et là c'est l'ouverture là, elle correspond au tube digestif. Sur ce schéma à côté, donc c'est surtout le mécanisme de locomotion chez les turbellariés. Donc les turbellariés ils se déplacent et sont capables de se déplacer lentement grâce aux contractions surtout des muscles longitudinaux qui permettent
la contraction de l'animal. Et le déplacement de l'animal se fait dans le sens inverse ou à la direction de l'onde des contractions du muscle longitudinaux. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc la classification des turbillariés, c'est surtout basé sur l'anatomie ou bien la forme du tube digestif. On a des turbillariés chez lesquels le tube digestif il est absent. On les appelle, c'est l'ordre des acelles. Donc, ils n'ont pas de cavité digestive, mais uniquement des cellules qui jouent le rôle, des cellules pardon, qui jouent le rôle dans la digestion. Nous avons l'ordre des triclades, ou bien les tricladidas. Donc, ce sont des turbillariés chez lesquels le tube digestif il est divisé en trois branches. Donc, leur tube digestif il est divisé en trois branches, triclades ou bien tricladida. Donc, il y a trois branches de tube digestif, une branche antérieure et deux branches postérieures. Et là, vous avez la bouche reliée au pharynx. Et on a l'ordre des polyclades, ou bien polycladida. Donc, ce sont des turbillariés chez lesquels le tube digestif il est très ramifié. Donc, on a plusieurs lobes, plusieurs ramifications au niveau du tube digestif. Donc, ce sont des polycladas. Donc, et on a les rhabdocèles, l'ordre des rhabdocèles. Donc, ce sont des turbillariés chez lesquels le tube digestif il n'est pas ramifié, il n'est pas cloisonné. Donc, on a un simple tube digestif sans cloisonnement, sans formation des branches ou bien des fragments, des lobes, donc un tube digestif non cloisonné. Donc j'ai pris cet exemple à titre indicatif pour donner les ordres, les quatre ordres, mais en réalité, donc cette classe des turbillariés, on a 12 ordres qui sont surtout basés sur la forme de tube digestif. Donc vous avez les acelles, donc elles n'ont pas de tube digestif, mais de simples cellules qui jouent le rôle de tube digestif. Les triclades, leur tube digestif est divisé en trois branches. Les polyclades, donc leur tube digestif est très ramifié. Et les rhabdocèles, donc ils ont un tube digestif, mais ce tube digestif il n'est pas ramifié. Donc la deuxième classe des platenmans, c'est la classe des trématodes. Donc la classe des trématodes, donc ils ont un corps foliacé, un corps court, de quelques millimètres à quelques centimètres de longueur. Ce corps est non segmenté, c'est-à-dire qu'il ne présente pas de strobile. Donc les trématodes, ce sont des parasites, donc ils ont besoin de développer des organes de fixation sur leur hôte. Donc on a des organes de fixation, on a des ventouses, on a une sur la bouche, aux alentours de la bouche, et l'autre sur la face ventrale. Donc on a des ventouses qui servent surtout pour la fixation sur l'hôte. C'est un mécanisme qui est adapté au parasitisme. Elles ont un tube digestif incomplet et elles sont surtout des endoparasites. C'est-à-dire que ce sont des parasites qui parasitent le sang de leur hôte. Donc ce sont des endoparasites. Et à deux hôtes, donc ils ont un hôte intermédiaire qui est généralement un mollusque et l'hôte définitif est un vertébré, parfois l'homme, parfois d'autres invertébrés. Donc, et plusieurs trématodes sont responsables de maladies parasitaires très graves chez l'homme, telles que les schistosomes, qui sont responsables de la schistosomiase ou bien la bilharziose, et la douve du foie, Fasciola hepatica. Donc nous allons prendre ces deux exemples et discuter leur cycle de développement dans la classe des trématodes. Donc là, vous avez une photo de Fasciola hepatica. Là, une photo de Schistosoma monsoni, l'agent ou bien le parasite responsable de la bilharziose intestinale. Et là, vous avez un schéma avec la légende de l'anatomie de ces trématodes. Donc là, vous avez les ventouses au niveau oral. Et normalement, on doit avoir une ventouse au niveau ventral qui sert pour la fixation et pour la succion de leur hôte. Et ce sont des endoparasites. Voilà la ventouse ventrale et la ventouse au niveau de la partie antérieure de l'animal, le pharynx, un cerveau, plus ou moins, et vous avez les différents organes internes de l'animal.
Ce sont également des hermaphrodites, donc l'appareil génital mâle, et l'utérus, l'appareil génital femelle. Et là, vous avez l'ovaire. Donc, avant de discuter les cycles de développement, j'aimerais bien attirer votre attention sur quelques termes et quelques notions qui vont se répéter, surtout les formes larvaires. Donc, quel que soit chez les trématodes ou bien les cestodes, certains termes ils vont revenir, surtout, par exemple, le méracidium, le sporocyste, les cercaires, les ridés. Donc, ces différentes formes elles correspondent à des formes larvaires. Et au cours de leur cycle de développement, les trématodes ou bien les cestodes, elles vont passer par plusieurs formes larvaires. Donc là, vous avez l'œuf fécondé ou bien embryonné. Cet œuf embryonné, une fois, il va éclorer, donc il va donner ce qu'on appelle des larves. Et ces larves, ce sont des larves méracidium. C'est une larve libre et nageuse, donc elle a des cils qui vont faciliter sa nage dans l'eau, dans le milieu aquatique. Donc ce méracidium, elle va se développer lorsqu'elle va infecter par exemple un hôte intermédiaire, elle va donner des sporocystes. Donc chaque méracidium, elle va donner un sporocyste et ce sporocyste, il contient à l'intérieur ce qu'on appelle des rhidés. Donc un sporocyste, elle peut contenir plusieurs rhidés et chaque rhidée, elle va donner des cercaires ou bien parfois on les appelle des métacercaires. Donc et les cercaires, ce sont eux qui vont infecter ou bien qui vont contaminer l'hôte définitif. Donc pour résumer, donc chaque rhidée, elle va libérer plusieurs cercaires et chaque sporocyste, elle va libérer plusieurs rhidés. Donc là, vous avez à partir d'une seule larve méracidium, on va arriver à une centaine de cercaires qui vont infecter l'hôte définitif. Donc on a une multiplication par les formes larvaires. Donc le méracidium et le cercaire, ce sont des larves nageuses. Donc ils peuvent nager dans le milieu, mais le sporocyste et les rhidés, on va les retrouver uniquement chez l'hôte intermédiaire. Et dans le cas des trématodes, ce sont surtout chez l'escargot. Donc on va retrouver ces deux formes. Donc dans le milieu, on va retrouver le méracidium et le cercaire. Et le sporocyste et les rhidés, on va les retrouver uniquement chez l'hôte intermédiaire ou bien chez l'escargot ou bien un mollusque en général. Donc il faut faire très attention à ces termes qui vont se répéter. Donc l'œuf, on va parler d'un œuf embryonné, elle va donner une larve méracidium. Cette larve méracidium, donc elle a des cils, c'est une larve vibratile. Ce sont des cils vibratiles qui vont assurer et permettre la nage à cette méracidium. Donc elle est libre de se déplacer dans l'eau. Une fois cette larve méracidium, elle va pénétrer au niveau de l'hôte intermédiaire, elle va se transformer en un sporocyste, c'est-à-dire un sac qui est plein de spores. Un sporocyste ou bien ce sac, il va contenir plusieurs rhidés. Rhidés, ce sont ces unités qui se trouvent à l'intérieur de ce sporocyste. Et maintenant, chaque rhidée, elle va donner une forme ou bien une autre larve qui s'appelle la cercaire ou bien les métacercaires, ça dépend du cycle, et c'est la forme qui va infecter et qui va contaminer l'hôte définitif qui est dans la majorité des cas l'homme. Donc on va prendre le premier exemple, c'est le cycle évolutif de Phaseola hepatica. Donc Phaseola hepatica, comme nous avons vu tout à l'heure, donc c'est un trématode parasite, donc elle est hermaphrodite, mais elle vit surtout dans les voies biliaires et le tube digestif et parfois dans les poumons des vertébrés. Ces vertébrés qui sont les hôtes définitifs, soit l'homme, soit les moutons, soit les vaches, donc ils vivent au niveau des tubes digestifs, au niveau des voies biliaires et des poumons de ces vertébrés. Elle a deux hôtes, donc c'est un cycle d'Ixène, donc qui passe par deux hôtes. L'hôte définitif, soit le mouton, soit l'homme, donc
elle est localisée surtout au niveau des canaux biliaires de ces hôtes. Et l'hôte intermédiaire qui assure le passage de ce parasite, c'est un gastéropode. Donc c'est un gastéropode, l'escargot dulsacicole, qui vit dans les eaux douces. Donc pour parler de ce cycle, on va commencer par les œufs. Donc toujours dans les cycles de développement, on commence à décrire le cycle par les œufs. C'est le point de départ. Au niveau de Phaseolus et Placica, les œufs qui sont libérés par l'homme dans le milieu, ce sont des œufs non embryonnés. Ils sont libérés dans les selles par voie anale sous forme non embryonnée, c'est-à-dire des œufs qui sont fécondés mais qui ne sont pas embryonnés. Mais pour les activer, si vous voulez, donc on a besoin de l'eau. Une fois dans le milieu aquatique, ces œufs deviennent des œufs embryonnés. Et les embryons qui se trouvent à l'intérieur de ces œufs, lorsque l'œuf va éclorer, donc il va donner plusieurs larves qu'on appelle les larves Miracidium. Cette larve Miracidium, elle ne va pas rester dans l'eau, mais elle va essayer de chercher un hôte intermédiaire qui est dans ce cas l'escargot. Et chez l'escargot, on va assister, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à une multiplication asexuée, une multiplication par les formes larvaires, c'est-à-dire une seule larve Miracidium, elle va pénétrer au niveau de l'escargot, et elle va se transformer en un sporocyste, c'est-à-dire un sac plein de quoi? Plein de rhédis. On a plusieurs rhédis à l'intérieur de ce sporocyste, et chaque rhédie, elle va donner une cercaire. Une cercaire, chez la cercaire, vous avez un flagelle. Donc, cette cercaire, c'est une forme libre, elle peut nager dans l'eau. Et lorsqu'elle va quitter l'escargot, cette cercaire, elle va se transformer en une métacercaire. La métacercaire, donc elle va se planter, elle va se fixer sur des plantes aquatiques. Et lorsque l'homme, ou bien le bétail, elle va ingérer ces plantes qui sont contaminées, les métacercaires, elles vont passer chez l'homme, ou bien chez le bétail, chez le bœuf, ou bien chez le mouton, et elles vont passer. Donc, cette cercaire, elle va passer au niveau du tube digestif de l'homme, et au niveau de l'homme, ces cercaires, elles vont s'ouvrir. Elles vont s'ouvrir, et au niveau du tube digestif de l'homme, donc on aura une reproduction asexuée, une reproduction sexuée, c'est-à-dire que les gamètes mâles et les gamètes femelles de deux individus différents, donc elles sont hermaphrodites, mais il n'y a pas d'autofécondation, c'est-à-dire que la reproduction nécessite la rencontre de gamètes de deux individus différents. Donc on aura une fécondation, et la fécondation, elle va aboutir à un œuf, à des œufs, et ces œufs, donc ils seront libérés avec les fesses, avec la matière fécale dans l'environnement sous forme d'œufs non embryonnés. Mais une fois dans l'eau, donc le cycle il va recommencer. Donc il faut faire très attention aux phases qui va se dérouler chez l'hôte définitif et la phase qui va se dérouler chez l'hôte intermédiaire. Chez l'hôte intermédiaire, en général, on a uniquement une multiplication asexuée, c'est-à-dire une multiplication ou bien une réplication des formes larvaires. Et chez l'hôte définitif, on va retrouver les formes adultes du parasite. Donc les formes adultes du parasite et les formes matures et adultes du parasite. Donc on aura une reproduction sexuée qui va donner des œufs. Donc on a les flèches rouges, c'est surtout une reproduction asexuée, et le bleu chez l'homme, donc c'est une reproduction asexuée. La même chose se passe chez le mouton ou bien chez le bœuf. Donc une fois à l'intérieur du corps du mouton, les métacercaires, elles vont donner des kystes, et ces kystes, elles vont s'ouvrir au niveau de l'intestin du dédonome ou bien de l'intestin de ces animaux, et on aura une reproduction sexuée qui va donner des œufs. Ces œufs, ils sont fécondés mais non embryonnés, c'est-à-dire que le développement embryonnaire, elle est arrêté, mais une fois dans l'eau, le développement embryonnaire de ces œufs, il va se déclencher, et le cycle, il va recommencer par la forme, par le Miracidium, qui va nager dans le milieu, elle va passer au niveau de l'escargot, et ainsi de suite. Donc le deuxième cycle, c'est le cycle de Schistosoma monsoni. Donc Schistosoma monsoni,
il est responsable de la bilariose intestinale. Cependant, il faut noter qu'on a plusieurs types de bilariose. Donc, on a plusieurs, le genre Schistosoma, donc on a plusieurs espèces du genre Schistosoma, et chaque espèce elle est responsable d'une bilariose donnée. Par exemple, on a la bilariose urinaire, c'est-à-dire qu'on aura des urines remplies de sang lorsqu'on est infecté par le parasite Schistosoma qui est responsable de la bilariose urinaire. On a une bilariose intestinale et ainsi de suite. Donc la bilariose intestinale, elle est due à un parasite qu'on appelle le Schistosoma mentionné. Donc ce parasite, c'est un ver platyhelminthe trématode. Et la maladie causée par ce parasite, donc elle cause environ 800 000 morts par an. Donc c'est un chiffre très important. Et ce parasite, il est gonochorique, c'est-à-dire que les sexes sont séparés. Et en ce qui concerne la contamination, donc la contamination, il s'agit toujours d'une contamination transcutanée, c'est-à-dire que la forme infectante, le cercaire ou bien la métacercaire, elle va passer à travers la peau. Donc, si on a une blessure au niveau de la peau et on nage on se baigne dans une eau qui est contaminée, donc les cercaires, elles vont passer à travers la peau, à travers cette blessure, elles vont pénétrer dans le corps. Donc ces cercaires, ou bien c'est ce qu'on appelle les furocercaires, alors à cause de leur partie terminale, qui contient deux parties, ou bien deux furcaires, donc c'est furcocercaires, donc elles vont passer à travers la peau, donc et l'homme est contaminé par d'une voie transcutanée, c'est-à-dire que le virus, ou bien, pardon, le parasite, il va pénétrer par la peau, et cette pénétration par la peau, elle passe en plusieurs étapes, mais il faut noter que à partir du quatrième étape, ce furocercaire, elle va perdre sa queue. Donc lorsqu'ils vont perdre leur queue, on va plus parler de furocercaire, mais on va parler de schistosomes. Et ce sont ces schistosomes qui vont migrer dans le corps de l'homme infecté premièrement, à travers la circulation sanguine et la circulation lymphatique. Une fois, après plusieurs passages dans la circulation sanguine, il devient adulte et ils vont donner des œufs non embryonnés. Et ces œufs non embryonnés, ils vont être éliminés ou bien ils vont passer dans les organes par une migration transtissulaire. Donc ils vont passer par exemple dans l'intestin, ils vont passer dans la vessie, donc par une migration transtissulaire, c'est-à-dire à travers la peau et non pas à travers la lymphe ou bien la circulation sanguine. Et ces œufs, ils seront éliminés dans le milieu sous forme des œufs non embryonnés. Une fois dans le milieu, ces œufs, elles vont éclorer, elles vont donner des larves méracidium. Ces larves méracidium, donc ce sont des larves libres et nageuses, donc elles vont nager dans l'eau et elles vont pénétrer, elles vont contaminer l'hôte intermédiaire qui est le mollusque. Et au niveau du mollusque, donc on va assister à 2 ou bien 3 générations de sporocystes. C'est surtout pour multiplier les formes larvaires. Ces sporocystes, donc, ce sont des sacs qui sont pleins de rhédis, et chaque rhédie, elle va donner un cercaire, ou bien dans ce cas-là, un furcocercaire, et c'est cercaire qu'il va pénétrer à travers une peau blessée, qui va pénétrer et qui va contaminer l'homme. Donc après les trématodes, on va parler un petit peu des monogènes. Donc cette classe de monogènes, elle a été pour longtemps considérée comme un ordre au niveau des trématodes. Mais récemment, donc, on commence à parler d'une classe à part, c'est la classe des monogènes. Donc ce ne sont pas des endoparasites, mais ce sont des ectoparasites, surtout des vertébrés poikilothermes, ou bien des vertébrés à sang
à sang-froid. Donc leur cycle de développement il est monoxène, c'est-à-dire il se passe sur un seul hôte et il n'y a pas de multiplication larvaire, c'est-à-dire au niveau des monogènes, on ne va pas parler des larves Meracidium, des Rheidae et des cercaires. Donc leur cycle de développement il se fait sans multiplication larvaire. Donc ils ont une ventouse orale réduite, parfois absente, et ils ont un autre type ou bien un autre appareil surtout qui sert la fixation, ce qu'on appelle un opistoapteur, qui est un organe de fixation et qui est caractéristique de cette classe des monogènes, c'est-à-dire qu'on ne va pas les retrouver chez les autres classes. Donc ces opistoapteurs, donc ce sont des organes de fixation qui sont munis de crochets et qui se trouvent dans la région postérieure de l'animal. Donc dans la région antérieure, on a une ventouse qui est souvent réduite, mais parfois elle est carrément absente. Dans la région postérieure de l'animal, on a un opistoapteur qui correspond à un organe de fixation qui est muni de crochets. Et cet organe, ou bien cet opistoapteur, il nous permet de distinguer deux sous-classes. Donc c'est un critère de classification. On a un opistoapteur qui est simple, avec une ventouse orale réduite, c'est la sous-classe des monoopistocotylia. La classe de monoopistocotylia, donc ce sont des monogènes qui ont un opisteur simple avec une ventouse orale réduite. Et la deuxième classe, c'est la classe des polyopistocotylia. Polyopistocotylia, c'est par rapport à l'opistoapteur qui est dans ce cas-là complexe et qui est formé par plusieurs ventouses. Et chez les polyopistocotylia, donc la ventouse orale, elle est absente. C'est l'exemple de Polystomum integererum. Et les monogènes qui ont un organe de fixation complexe qui contient plusieurs, le nombre est variable selon les espèces. Dans ce genre-là, on a ces ventouses, donc c'est les polyopistocotylia, donc il contient plusieurs ventouses en plus des crochets. La dernière classe, c'est la classe des cestodes. Les cestodes, ce sont exclusivement des endoparasites à tous les stades de leur développement. C'est-à-dire, quel que soit le stade de développement, on va trouver ces parasites dans le sang de l'hôte. Les cestodes, ce sont ils ont un corps rubané, mais leur particularité, c'est que leur corps est segmenté. C'est-à-dire qu'il contient plusieurs segments répétitifs. Et le corps, on peut le diviser en trois régions. Donc on a un scolex qui sert pour l'organe de fixation. Ce n'est pas la tête, mais c'est un scolex qui sert pour la fixation. Après le scolex, on a une petite région qu'on appelle le cou et qui correspond à la zone de croissance qui permet la croissance par un mode de croissance particulier qu'on appelle la strobilisation ou bien la formation de strobiles ou bien la formation de segments continus. Et le reste, on parle du corps, c'est la succession des segments identiques qu'on appelle les proglottis ou bien les strobiles. Donc la tête, elle est absente et le tube digestif, soit il est absent, soit il est perdu au cours de l'évolution, donc on n'a pas de tube digestif. Et la nutrition se fait par osmose. Elle se fait par osmose à partir de l'hôte. Donc ces cestodes, ils vont se fixer spécifiquement au niveau des tubes digestifs de leur hôte, et elles vont commencer à sucer les éléments nutritifs qui se trouvent dans le sang ou bien dans le tube digestif de leur hôte par osmose, c'est-à-dire que les éléments nutritifs ils vont diffuser à travers la peau de ces cestodes pour assurer l'alimentation de ces vers. Donc, ce sont des vers hermaphrodites, mais ils ont un développement indirect, c'est-à-dire qu'ils passent par le stade larvaire. Ils ont un cycle évolutif qui se passe sur plusieurs hôtes, donc on parle d'un cycle évolutif hétéroxène. Et pour les classer, donc la classification, il tient compte surtout de la forme du scolex et des caractéristiques du cycle parasitaire. Donc là, vous avez quelques schémas pour illustrer ce que nous avons déjà dit. Donc, vous avez là un schéma d'un cestode.
c'est le Taenia saginata, donc il est très connu. Donc leur corps, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il contient trois parties. Vous avez le scolex, c'est la région antérieure, et vous avez là le cou, donc là où se fait la croissance de l'animal par strobilisation, c'est-à-dire formation de strobiles, la formation continue de strobiles ou bien de proglottis ou bien des fragments. Et vous avez après le cou, après la zone de prolifération, c'est-à-dire la zone où commence la formation des proglottis, vous avez le corps. Et ce corps, il est segmenté, il contient plusieurs proglottis. Et le nombre de proglottis, il n'est pas fixe chez toutes les cystodes, mais elle est variable. Par exemple, chez les ténias, on peut avoir jusqu'à 4000 proglottis. Donc les ténias, ils peuvent atteindre des longueurs considérables dans l'intestin de l'homme. Ils peuvent atteindre jusqu'à 8 mètres de longueur. Et ce nombre de proglottis, également, il est très faible. Par exemple, chez cette cystode qu'on appelle l'Echinococcus, c'est un parasite surtout des chiens, qui a uniquement 3 proglottis. Donc vous avez le scolex, vous avez le cou, la région où commence la formation des proglottis. Vous avez un proglottis qui est jeune et les proglottis matures. Donc on a uniquement 3. Donc le nombre, ce n'est pas très important, donc, mais elle est très variable. On peut avoir chez des espèces uniquement 3 proglottis, mais chez d'autres espèces, on peut avoir des nombres considérables de proglottis, comme chez la ténia, par exemple la ténia saginata. On peut arriver jusqu'à 4000 proglottis au niveau du corps. Également, il faut noter que les proglottis jeunes se trouvent du côté du scolex et les proglottis matures se trouvent du côté opposé, du côté postérieur de l'animal. Des cyclophilidiens, on va parler de l'ordre des pseudophilidiens. Donc les cyclophilidiens, donc ils ont des vraies ventouses au niveau du scolex. Le scolex, il est présent, il est là. Mais et aussi, on a de vraies ventouses qui sont circulaires ou bien ovoïdes au niveau du scolex. Mais chez les pseudophilidiens, à la différence des cyclophilidiens, c'est que le scolex ne contient pas de ventouses, mais il contient deux fentes qu'on appelle les botrydies, deux fentes allongées au niveau du scolex qu'on appelle les botrydies. Donc ces botrydies, ils correspondent ou bien ils jouent le rôle de ventouses. Donc, chez les cyclophilidiens, c'est la présence de ventouses. Ils sont caractérisés par la présence de vraies ventouses au niveau de leur scolex. Et les pseudophilidiens, donc, ils sont caractérisés par l'absence de ventouses. Et ces ventouses, ils sont remplacées par deux fentes allongées qu'on appelle les botrydies. Et l'exemple de pseudophilidien, c'est le Diphyllobothrium latum. Le Diphyllobothrium latum, donc c'est un parasite qui est très fréquent dans les régions lacustres au niveau des lacs. Donc il peut atteindre une longueur considérable de 20 mètres et surtout son cycle de développement qui passe par 3 hôtes. Donc il peut contaminer l'homme et il est responsable d'une maladie qu'on appelle la diphyllobothriose. Donc il a 3 hôtes, l'hôte définitif c'est l'homme. Et il a 2 hôtes intermédiaires, un petit crustacé, le cyclope, et un poisson carnivore. La même chose comme nous avons vu pour les ténias. Donc le cycle, il commence toujours par les œufs embryonnés qui sont éliminés dans les selles par l'homme dans l'environnement. Ces œufs non embryonnés, une fois dans le milieu aqueux, le milieu aquatique, donc le développement embryonnaire va s'activer et ces œufs embryonnés, elles vont se transformer en œufs embryonnés donc dans l'eau, et ces œufs embryonnés ils vont donner des larves. Donc chez ce parasite, les noms des larves ils diffèrent par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure, le myracidium et les autres, les cercaires et les ridés. Donc on a d'autres termes. Donc les œufs ils vont donner des larves coracidia. Ces larves coracidia, donc elles seront mangées par un petit crustacé, par exemple le cyclope, qui va manger ces larves. Et au niveau de ce petit crustacé, donc ces larves, elles vont commencer une phase de multiplication larvaire. C'est-à-dire qu'on a une larve coracidia, elle va donner des larves procercoïdes, des larves procercoïdes, et ces larves
plérocercoïdes, ils vont donner des larves plérocercoïdes. Ces larves plérocercoïdes, elles vont donc ces larves plérocercoïdes, mais une fois on a un poisson, ce poisson c'est un poisson carnivore, c'est-à-dire qu'il va se nourrir sur ce petit cyclope, donc il va manger les larves plérocercoïdes. Ces larves plérocercoïdes, c'est la forme infestante, c'est-à-dire qu'il est capable de provoquer la contamination. Et une fois chez l'homme, donc, elle va se fixer comme pour le ténia, elle va se fixer au niveau de l'intestin à l'aide de son scolex et elle va commencer une phase de multiplication par strobilisation dans l'intestin de l'homme. Et les formes adultes, donc les proglottiers adultes, elles vont libérer des œufs immatures ou bien des œufs non embryonnaires qui vont commencer leur développement embryonnaire et leur maturation dans l'eau. Donc la même chose que comme nous avons vu pour le ténia, donc il commence par des œufs non embryonnés et on a une phase de multiplication larvaire, puis on a une phase de multiplication par strobilisation au niveau de l'intestin de l'homme. Pardon, pour le ténia, donc on n'a pas de forme larvaire. Après l'embranchement des platelmintes ou bien les acélomates, on va parler un petit peu d'un embranchement représentatif des pseudocélomates. Donc les pseudocélomates, c'est l'étape intermédiaire entre les acélomates qui n'ont pas de cavité célomique et les célomates qui ont une vraie cavité célomique. Donc ces pseudocélomates, ces célomates qui ont des cavités mais qui ne correspondent pas à un vrai célome, mais uniquement un liquide qui se trouvait chez le blastula ou bien le blastocélome. Donc ils sont représentés par l'embranchement des nématelmintes. Les nématelmintes, donc ce sont des métazoaires triploblastiques. Donc on est toujours chez les triploblastiques. Et automatiquement, ils ont une symétrie bilatérale. Mais ce qui nous intéresse, c'est que leur corps il est rond ou bien il est cylindrique. Donc les platelmintes, ce sont des vers plats. On est toujours chez les vers, mais cette fois-ci, ce sont des vers ronds. Ces vers ronds, ils ont une cuticule épaisse, c'est-à-dire ils ont une couche qui protège et qui couvre leur corps. Et cette couche, ce n'est pas un épiderme. Donc, elle n'est pas formée par des cellules. C'est une couche non cellulaire. Donc cette cuticule, elle est épaisse, elle est non extensible, et c'est une couche qui ne contient pas de cellules, donc c'est une couche acellulaire ou bien non cellulaire. Et également, il diffère de la cuticule qu'on va voir chez les arthropodes par exemple. Donc cette cuticule, elle est formée par du collagène, et chez les arthropodes, elle est formée par la chitine. Donc c'est une cuticule différente de celle qui se trouve chez les arthropodes. Donc cette cuticule, elle est formée par de la collagène, et cette cuticule, ce n'est pas un épiderme. Donc c'est une couche acellulaire, elle est épaisse, elle contient 3 couches, mais ce sont des dépôts de collagène et non pas de cellules. Et de ce fait, et à cause de la présence de cette couche, ou bien de cette cuticule épaisse, qui limite la croissance de l'animal, et l'animal il a une croissance par mus, c'est-à-dire que pour pouvoir augmenter sa taille, l'animal il doit changer sa cuticule par une cuticule plus grande. Et de ce fait, les nématelmintes, il appartient à une catégorie d'animaux qu'on parle de dictysozoaires. Ce sont les animaux qui ont une croissance par mue, par exemple, tels que les arthropodes. Sur ce point-là, les annelides sont très proches des arthropodes, donc les deux il appartient à cette catégorie des ecdysozoaires. Ce sont des pseudocélomates. Ils ont une cavité à l'intérieur, mais cette cavité elle est limitée d'un côté par le mésoderme et de l'autre côté par l'endoderme. Donc c'est un faux célome. Également, ils ont un tube digestif complet, donc on commence à avoir des organes ou bien des appareils plus ou moins complets lorsqu'on avance dans ce cours. Donc le tube digestif il est complet, il est rectiligne,
on a une complexe, c'est-à-dire qu'on a les deux extrémités, on a la bouche et on a l'anus. Et en ce qui concerne leur système nerveux, c'est un système nerveux, il est rudimentaire. Donc, comme nous avons vu pour les cnidaires, nous avons commencé à discuter ce qu'on appelle les caractères distinctifs. Donc, au niveau des platyhelminthes, on n'a pas de caractère distinctif qu'on le retrouve uniquement chez les platyhelminthes, mais pour les némathelminthes, on peut les distinguer facilement des autres embranchements par la présence dans la partie antérieure du corps d'organes sensoriels qu'on appelle les omphites. Je vais expliquer tout à l'heure ces omphites. Donc, le caractère distinctif qui permet de distinguer les némathelminthes dans le règne animal, de les distinguer des autres embranchements, c'est qu'au niveau de leur région antérieure, on a la présence d'une paire d'organes sensoriels qu'on appelle les omphites. Donc on va continuer par la description des caractères généraux de cet embranchement. Donc nous avons parlé des omphites. Les omphites, ce sont des organes de sens. En plus des organes sensoriels classiques, chez les némathelminthes, on a la présence des omphites. Ces omphites, ce sont des invaginations de la cuticule qui sont présentes dans la partie antérieure et qui ont un rôle de chimiorécepteur. Donc, ils assurent une communication chimique entre l'animal et son environnement. Donc, ces omphites, ils sont présents chez tous les némathelminthes. Et on a d'autres types d'organes de sens qu'on appelle les phasmides. Les phasmides, cependant, les phasmides ne sont pas présents chez tous les némathelminthes. Ils sont présents chez certains némathelminthes. Et les omphites se trouvent dans la partie antérieure, mais les phasmides, ils ont une position caudale, c'est-à-dire au niveau de la région postérieure de l'animal. Les némathelminthes, ce sont des espèces gonochoriques, c'est-à-dire qu'il y a un dimorphisme sexuel, et le mâle, il est toujours de petite taille par rapport à la femelle. Elles ont une fécondation interne et développement direct, c'est-à-dire sans passage par la forme larvaire, mais on peut noter dans certains cas la présence de cas de parthénogenèse, c'est-à-dire que le développement ou bien une reproduction sans la présence de l'autre partie ou bien de l'autre partenaire, donc un développement par parthénogenèse. Également, les némathelminthes se caractérisent dans le règne animal par un mode de croissance particulier qui est le téli. Le téli, c'est-à-dire que les mitoses, ils s'arrêtent à la fin de l'organogénèse, c'est-à-dire que le nombre de cellules ne va pas augmenter une fois que tous les organes sont là. Le nombre de cellules, il va rester fixe, mais à ce moment-là, la croissance de l'animal, elle va correspondre à une augmentation de la taille de cellules plutôt qu'à une augmentation du nombre de cellules. Donc chez les némathelminthes, les divisions cellulaires elles commencent, les mitoses elles continuent jusqu'à ce que tous les organes ils sont mis en place. Une fois l'organogénèse terminée, les mitoses elles vont s'arrêter. Et l'animal bien sûr il va continuer sa croissance, mais à partir de ce moment-là, la croissance elle va correspondre à une augmentation des tailles des cellules, c'est-à-dire que les cellules vont devenir plus grandes et le nombre de cellules il va rester fixe. Donc les némathelminthes, elles ont un nombre de cellules fixe. Donc ces némathelminthes, ils sont parfois bénéfiques, mais plusieurs ils sont responsables de maladies plus ou moins graves chez l'homme, donc comme la trichinose, l'éléphantiasis, la scaridiase, l'ostéorose. Donc ce sont toutes des maladies parasitaires provoquées par des vers némathelminthes, mais on a des némathelminthes qui sont bénéfiques. Certains sont utilisés dans la lutte biologique, surtout contre les insectes, surtout les némathelminthes qui parasitent les insectes, mais certains némathelminthes sont très utilisés en recherche scientifique, surtout le genre Caenorhabditis, qui a été très longtemps utilisé surtout dans la recherche en biologie moléculaire. Donc ces némathelminthes, on a environ 16 000 espèces qui appartiennent à 200 familles, et ce sont des métazoaires. Donc pour essayer de les placer dans le règne animal, ce sont des métazoaires triploblastiques bilatériens, protostomiens, mais ils sont ecdysozoaires. C'est-à-dire qu'ils ont une cuticule
qui, qui imposent une croissance par mu ou bien par ecdysie. Donc, ce sont des nématodes et elles sont très proches des arthropodes. Donc, en ce qui concerne leur anatomie, donc ils ont la majorité des organes qu'on retrouve chez les autres animaux. L'ovaire, l'utérus, le testicule, le vagin, les organes excréteurs, le système nerveux, le pharynx. Donc là, vous avez une coupe transversale au niveau d'un hématohelminthe. Et cette cavité blanche, elle correspond à ce qu'on appelle le pseudocellum. C'est une cavité, mais qui n'est pas remplie par le cellum. Donc ce n'est pas une vraie cavité cellumique, mais une cavité qui correspond à un pseudocellum. Donc c'est la cavité primaire de l'animal. Tout à l'heure, nous avons parlé des organes sensoriels, surtout nous avons parlé des amphites et nous avons parlé des phasmides. Donc les amphites, ce sont ces organes, donc c'est un organe pair, c'est une paire d'organes sensoriels qui se trouvent au niveau de la région céphalée, au niveau de la région antérieure de l'animal, ces amphites. Elles sont présentes chez tous les nématelmintes. Et au niveau de la région caudale, on a chez certains nématelmintes, on a ces phasmides au niveau de la région caudale. Donc les phasmides, ils sont présents uniquement chez certains nématelmintes. Mais les amphides, c'est un critère ou bien c'est un caractère distinctif des nématelmintes, c'est-à-dire qu'il est présent chez tous les nématelmintes et qui est présent uniquement chez les nématelmintes. On ne va pas le retrouver chez les autres embranchements. Donc la classification des nématelmintes, c'est une classification qui est très difficile à établir, du fait que ce groupe, en général, il est homogène. Donc les critères pour essayer de classer et de former des ordres et des familles à l'intérieur de ce groupe, c'est très difficile à établir. Donc pour le niveau de ce cours, on va se contenter de donner deux principales classes. C'est la classe des aphasmidiens et la classe des phasmidiens. Donc c'est en relation avec la présence ou bien l'absence des phasmides. Les aphasmidiens, donc ce sont des nématelmintes qui n'ont pas de phasmides, donc ce sont des parasites. Et les phasmidiens, donc ce sont des platéhelminthes qui possèdent des phasmides. Et les phasmides, donc je répète, ce sont cette paire d'organes sensoriels qui se trouvent au niveau de la région caudale de l'animal. Et ce sont en général des formes libres. Donc vous avez des exemples de chaque classe. Et pour classer les nématelmintes, d'une façon générale, on cherche le mode de vie, est-ce qu'ils sont libres ou bien parasites. On s'intéresse aux hôtes définitifs, est-ce qu'il s'agit d'un végétal, d'un animal ou bien d'un vertébré ou un invertébré. Et également, on s'intéresse à la présence ou bien aux caractéristiques du cycle de développement, tel que le nombre d'hôtes, ou bien l'absence et la présence de la phase libre ou bien de la phase larvaire. Donc, dans ce cours, on va essayer de classer ou bien de répartir les nématelmintes et de donner des exemples en fonction de l'hôte définitif. Donc, premièrement, on va donner quelques exemples de nématodes libres. Donc, ce sont des nématodes qui vivent dans l'eau douce ou bien l'eau de mer. Donc, en général, elles ont de petites tailles. L'exemple typique, c'est l'Ongulula aciti. Donc, il peut vivre dans des milieux acides. Il peut supporter des pH très variables. Et des nématelmintes qui sont parasites d'animaux et des nématelmintes qui sont parasites de végétaux. Donc, les nématodes ou bien nématelmintes zooparasites, ils peuvent parasiter soit des vertébrés, soit d'invertébrés. Et chez les vertébrés, soit on a des nématodes à un seul hôte, ou bien à plusieurs hôtes. Par exemple, un seul hôte, son stade larvaire libre, ou bien un seul hôte avec stade larvaire libre. Donc c'est en fonction de l'absence et de la présence du stade larvaire libre. Et les parasites d'invertébrés, donc ils vont parasiter surtout des invertébrés. Vous avez pour chaque type des exemples de nématodes. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails du cycle de développement. Donc, par exemple, les uxures, les trichocéphales, les ascarides, ils sont responsables de plusieurs maladies parasitaires, surtout chez l'homme. La même chose pour Ankylostoma duodenal. Ce sont des parasites. Et ils contaminent, parfois ils contaminent l'eau et ils parasitent, ils infectent l'homme. Et on a ces parasites d'invertébrés, tels que Agama myrmis, Dacodata. Donc ce sont des
des exemples à titre indicatif. Et pour terminer, donc, la dernière chose, c'est les nématodes phytoparasites qui sont des ravageurs de culture. Donc, ils vont, surtout les crucifères, donc ils vont parasiter ces plantes, les racines de ces plantes, avec la formation de galles au niveau des racines. Donc, c'est ce qui va détruire, ce qui va diminuer la productivité de ces plantes et de ces végétaux, ou bien de ces fruits, de ces arbres. Donc, par là, cette partie de cours se termine. Donc, on aura l'occasion de se revoir sur d'autres vidéos. Donc, essayez de préparer des questions, soit pour la science des diploblastiques ou bien par rapport à cette science. Donc, je vais préparer mes réponses. Merci et bon courage.